Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, une vidéo pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Le 22 mai 2020, 2 statues de Victor Schœlcher au centre-ville de Fort-de-France et dans la ville de Schœlcher ont été déboulonnées. Quel est le rôle de Victor Schœlcher dans l'abolition de l'esclavage ? Quelle est sa perception des esclavisés, ces êtres humains réduits en esclavage ? Qui est Victor Schœlcher ? Victor Schœlcher est né le 22 juillet 1804, l'année même de l'indépendance d'Haïti. Un hasard qui ne manquera pas d'alimenter plus tard le mythe du héros prédestiné à sa vocation d'abolitionniste. Il passe son enfance dans un milieu aisé. Son père est marchand de porcelaine. Il quitte le collège Louis-le-Grand à 15 ans et travaille avec lui. Il voyage régulièrement. C'est ainsi qu'à l'âge de 24 ans, en 1828, il part au Mexique pour y lier des liens commerciaux. Sur son voyage de retour, en 1830, il visite les États-Unis et Cuba. C'est là qu'il découvre l'esclavage. De retour en France, il devient journaliste. Il adhère à la franc-maçonnerie, dans la loge parisienne Les Amis de la Vérité, très fortement politisée. Qu'écrit-il en 1830 ? En 1830, Victor Schœlcher écrit l'article « Des Noirs » dans Revue de Paris, publié à Paris aux éditions Levasseur en 1830. On peut y lire par exemple « Les nègres, sortis des mains de leurs maîtres, avec l'ignorance et tous les vices de l'esclavage, ne seraient bons à rien, ni pour la société, ni pour eux-mêmes. » Ou bien également « Je ne vois pas plus que personne la nécessité d'infecter la société active, déjà assez mauvaise, de plusieurs millions de brutes décorés du titre de citoyen, qui ne serait en définitive qu'une vaste pépinière de mendiants et de prolétaires. » Replaçons ces extraits dans le contexte de l'article. En réalité, dans le texte, Victor Schœlcher fait une description de la situation terrible des esclavisés. Il présente la vision que les colons ont de ces derniers et montre comment l'esclavage transforme ces hommes en brutes. En effet, lors de ses voyages, notamment à Cuba, il est confronté à un esclavage de masse, avec des captifs très nombreux, des maîtres absents et la violence. Il en déduit que l'esclavage a déshumanisé les esclavisés et les maîtres. Il se prononce alors pour une abolition progressive, car il est influencé par le système anglais qui prévoit une période d'apprentissage de la liberté pour les esclavisés, et pense que l'interdiction de la traite suffira à faire disparaître le système esclavagiste. La seule chose dont on doit s'occuper aujourd'hui, c'est d'en tarir la source, en mettant fin à la traite. Comment évolue le positionnement de Victor Schœlcher dans les années 1830 ? En 1833, il publie un premier ouvrage, De l'esclavage des Noirs et de la législation coloniale. Ce livre est un réquisitoire contre l'esclavage et pour son abolition. Il estime que la révolution de 1830, pourtant menée par le peuple de Paris, a limité les libertés ouvrières. Ainsi, le contexte des années 1830 n'était propice ni à la question ouvrière, ni à celle des esclavisés. Tant qu'il n'y aura pas une révolution politique, il ne peut y avoir une révolution sociale qui profiterait aussi aux esclavisés. Il considère tout de même que l'homme noir n'est pas moins digne de la liberté que l'homme blanc. Il affirme que l'esclavage sort des bornes de l'humanité. L'esclavage des nègres est une injure à la dignité humaine, parce que l'intelligence de l'homme noir est parfaitement égale à celle de l'homme blanc. À partir de quand se prononce-t-il pour une abolition immédiate ? C'est après un nouveau voyage aux Antilles, notamment en Martinique en 1840 et à Haïti, qu'il se prononce pour une abolition immédiate et complète. Il se consacre désormais entièrement à cette cause. Ses voyages en Grèce, en Égypte et au Sénégal le confortent dans cette conviction. En 1845, à l'occasion du débat parlementaire sur les lois d'humanisation de l'esclavage, il publie de nombreux articles dans des journaux et revues. Ce débat aboutit au vote des lois Mako. Quel est le rôle de Victor Schœlcher dans la rédaction du décret d'abolition ? La révolution lyrique et sociale de février 1848 met en place la Deuxième République. Victor Schœlcher devient sous-secrétaire d'État au ministère de la Marine et des Colonies.
Il convainc Arago, ministre des colonies, de la nécessité d'une abolition immédiate de l'esclavage et préside la commission d'abolition. Cette commission mise en place le 6 mars prépare l'acte d'abolition de l'esclavage et la réorganisation des sociétés coloniales. Très vite, les esclaves de Martinique et de Guadeloupe sont au courant de la formation de cette commission. Un premier rapport est remis au ministre des colonies. On peut y lire. Il fallait prendre des mesures pour que ce grand acte de réparation d'un crime de lèse-humanité s'accomplisse de la manière la plus profitable à ceux qui en ont été les victimes. Il va peser de tout son poids pour faire adopter rapidement les décrets du 27 avril 1848 qui fait des esclaves des personnes libres et citoyennes. Quelle est la position de Victor Schœlcher sur l'indemnisation des maîtres? Dès le début des travaux de la commission en mars 1848, la question de l'indemnisation des maîtres et aussi des esclaves est discutée. La décision est renvoyée à l'Assemblée constituante qui doit se réunir le 23 avril 1848. Elle ne se réunit pas, compte tenu du contexte politique agité. Néanmoins, dans le rapport de la commission signé de Victor Schœlcher et de Henri Vallon, on peut lire. Mais il n'en est pas moins permis de croire qu'après ce premier moment donné au repos, ils reviendront au travail, désormais affranchis de la contrainte et du fouet, régénérés par la liberté, transformés par une juste rémunération en une source de bien-être. Cependant, les lobbies influencent les travaux de la commission, en particulier les planteurs qui veulent défendre leurs intérêts. L'État a aussi peur du désordre, insurrection, meurtre, incendie dans les vieilles colonies. En effet, le souvenir de la révolution de Saint-Domingue est encore vivace. La question d'indemniser les maîtres peut surprendre aujourd'hui, mais des membres de la commission, dont Schœlcher, soutenaient l'idée que le système esclavagiste avait été rendu légal, cautionné et soutenu par l'État. Posséder des esclaves n'était donc pas légitime, mais c'était légal car autorisé par l'État. Et il fallait donc que l'État répare cette dépossession. Et si la France doit une indemnité pour cet état social qu'elle a toléré et qu'elle supprime, elle la doit bien à ceux qui en ont souffert, autant qu'à ceux qui en ont profité. Le dédommagement ne peut être donné à la propriété exclusivement. Il doit être assuré aux colonies tout entières, afin de tourner en même temps au profit du propriétaire et du travailleur. À Paris, on pense que cette indemnité devait permettre aux anciens maîtres d'éponger leurs dettes éventuelles et de verser des salaires aux nouveaux libres. C'est ainsi que, malgré la proposition de départ, après de nombreux débats, l'article 5 du décret d'abolition du 27 avril de 1848 proclame que l'Assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons. Mais la République, lyrique et sociale, ne dure pas. En effet, une insurrection des ouvriers de Paris en juin 1848 est réprimée dans le sang. C'est le parti de l'ordre qui prend le dessus. Lorsque Louis-Napoléon Bonaparte devient président de la République en décembre 1848, la majorité est composée de républicains modérés et conservateurs, de royalistes et de bonapartistes. Quand la loi sur l'indemnisation est votée le 30 avril 1849, soit un an plus tard, la donne a changé. Les républicains d'extrême gauche, dont Schœlcher, sont en minorité dans l'Assemblée nationale constituante. Ainsi, quand Victor Schœlcher propose en avril 1849 qu'une indemnisation soit versée aux affranchis sous la forme de salaire et aussi de créer des banques pour favoriser le paiement de ces salaires, cette proposition n'est pas retenue. Que faut-il retenir? Premièrement, Victor Schœlcher a forgé son opinion concernant l'abolition de l'esclavage au fur et à mesure de ses voyages dans les colonies. Dès lors, il est frappé par la déshumanisation des esclaves et des maîtres et se prononce dans un premier temps en faveur d'une abolition progressive de l'esclavage. Dans la commission de 1848 qu'il préside, les débats concernant les indemnités versées aux maîtres et les dédommagements des esclaves aboutissent, sous la pression des lobbies, à l'article 5 du décret de 1848. Au moment où la loi de 1849, qui décide de l'indemnisation, est votée, Victor Schœlcher fait partie de la minorité. Sa proposition pour dédommager les esclaves n'est donc pas adoptée.
C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.